Alors que la situation entre Israël et l'Iran empire, le risque de guerre grandit. Nous devons considérer les réelles capacités de l'Iran, distinguer le vrai du faux dans son potentiel militaire. C'est ce que nous verrons dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous vos proches. Votre aide est essentielle pour que je continue à vous proposer du contenu. Après tout, c'est la seule véritable chaîne de géopolitique en langue portugaise et votre aide est très importante. Je suis Déléon Peta et voici Géopolitique mondiale. Pour cette vidéo, je l'ai structurée en sujets pour faciliter la compréhension. Et il est également axé sur la structure, la doctrine, la perception que les Iraniens ont de leurs questions liées à la sécurité et à la défense. Il ne suffit pas de lister les types de véhicules qu'ils possèdent, car de nombreuses chaînes le font déjà. D'abord, il faut comprendre la question de l'historique. Parce que ce n'est pas seulement la géopolitique, j'ai déjà fait une vidéo sur la géopolitique de l'Iran ici, que je vais mettre en avant dans la description de cette vidéo. Mais comprendre l'historique de l'évolution dans le contexte iranien. Parce que lorsque nous parlons de la pensée militaire iranienne, il y a deux événements qui vont façonner la logique militaire de l'Iran. Parce que toute leur théorie stratégique aujourd'hui est basée sur ces deux événements passés. Chercher à isoler comment nous en sommes arrivés là ne permettra pas de comprendre. Cela reviendrait à simplement analyser quel véhicule est meilleur ou moins bon, ce qui échappe aux véritables potentialités. Autour de l'Iran, la première question a été la révolution iranienne de 1979 et la seconde, la guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988. Jusqu'à la révolution iranienne, la structure militaire iranienne était fortement basée sur l'équipement et la doctrine militaire des États-Unis. Mais l'arrivée au pouvoir des ayatollahs allait couper les liens entre Téhéran et Washington, ce qui allait étouffer les Iraniens dans l'acquisition de nouveaux matériels américains et de pièces pour l'entretien. Malgré le tollé populaire contre les forces armées après la Révolution, cela a été fortement découragé par les autorités révolutionnaires. Le gouvernement des ayatollahs s'est efforcé de prévenir et, chaque fois que nécessaire, de réprimer de telles actions populaires d'autres factions contre les forces armées. Malgré l'énorme méfiance envers les militaires et la création de la garde révolutionnaire parallèlement aux forces régulières de l'État, ce processus révolutionnaire n'a pas entraîné de grands purges, ce qui a épargné la colonne vertébrale des forces armées iraniennes, la maintenant fonctionnelle, ce qui a permis et forcé les Iraniens à adopter un modèle militaire propre, bien qu'avec un héritage nord-américain, mais qui devrait improviser pour rester efficace. Pour les soviétiques, cet éloignement de l'Iran avec les États-Unis représentait une brèche à combler. L'Union soviétique fut le premier État à reconnaître le gouvernement des ayatollahs. Mais avec le guide suprême, l'ayatollah Khomeini, affirmant catégoriquement que l'islam était incompatible avec les idéaux communistes, surtout à cause de l'athéisme, la relation entre les deux est restée tiède. Pendant la guerre Iran-Irak, Moscou a directement fourni à Saddam Hussein de grandes quantités d'armes, et aussi à l'Iran, secrètement et indirectement, via la Corée du Nord. Cependant, malgré les embargos officiels des États-Unis, en coulisses, Washington a également maintenu la fourniture d'armes, comme cela a été révélé lors du scandale Iran-Contras en 1986, ce qui nous amène au deuxième événement qui allait façonner l'Iran, la guerre Iran-Irak. Officiellement, l'Iran était isolé avec l'Union soviétique et les familles royales du Golfe soutenant officiellement Saddam Hussein en Irak, qui craignait que la ferveur révolutionnaire iranienne ne se propage et n'atteigne d'autres monarchies de la région, en particulier la Jordanie et l'Arabie saoudite. Mais il n'était pas dans l'intérêt d'avoir un leader nationaliste arabe fort comme Saddam Hussein qui pourrait unifier le monde arabe, ni de trop renforcer les familles royales islamistes. Ce qui a fait que, comme je l'ai dit il y a peu, secrètement et de manière officieuse, aussi bien les États-Unis que l'Union soviétique ont également approvisionné l'Iran. En réalité, il était dans l'intérêt de Washington et de Moscou que le monde arabe et le monde perse continuent à se battre entre eux. Les Iraniens ont subi de lourdes défaites au début de la guerre, l'Irak étant mieux équipé, et ils ont même été victimes d'attaques d'armes chimiques de la part des Irakiens. Mais l'adaptation stratégique, le grand nombre de soldats, ainsi que la bonne utilisation de leur vaste géographie montagneuse ont fini par épuiser les forces irakiennes.
au point de ne plus être efficace sur le front iranien. Cela a appris aux Iraniens que leur retard technologique et matériel serait un problème à long terme, à mesure que de nouvelles technologies, plus létales et plus précises, apparaîtraient Ils n'auraient peut-être plus la même chance qu'ils ont eue dans cette situation, et ils devraient bientôt remédier à cette vulnérabilité. Alors, nous arrivons à la question de la perception iranienne, puisque ces deux événements que j'ai mentionnés sont ceux qui ont façonné la vision militaire de l'Iran. La structure de la défense iranienne a toujours été consciente de ce retard et de cette infériorité technique et numérique par rapport aux États-Unis et aux autres forces occidentales. Elle s'est donc concentrée sur 3 choses. Depuis le début des années 2000, surtout après la guerre d'Irak, en 2003, lorsqu'il semblait inévitable que l'Iran serait la prochaine cible après l'Irak. La première, moderniser sa capacité militaire technologiquement, au moins un minimum suffisant, pour se protéger et avoir une certaine équivalence avec les forces occidentales, surtout dans sa capacité anti-aérienne et électronique. La seconde, gagner du temps et entraver les ambitions géopolitiques occidentales et sunnites au Moyen-Orient, à travers des guerres indirectes, en utilisant des milices chiites pour des guerres irrégulières, et par procuration. Et la troisième, le développement de sa capacité nucléaire et balistique. Cette analyse s'est révélée correcte aujourd'hui avec le recul de 20 ans. Parce que quand on regarde le monde de 2003, pendant que les États-Unis envahissaient l'Irak, les Iraniens devaient aussi s'inquiéter des forces occidentales occupant l'Afghanistan. Et avec des bases positionnées au sud, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Oman et au nord-ouest du pays, en Azerbaïdjan, et il y avait aussi la Turquie, membre de l'OTAN, qui avait servi de plateforme territoriale pour attaquer l'Irak et qui pourrait faire de même contre l'Iran. À l'époque, une invasion de l'Iran semblait inévitable, mais à mesure que la guerre en Irak s'est embourbée et qu'en Afghanistan elle s'est éternisée sans résultat, l'invasion imminente a été remplacée par un bombardement imminent, un ensemble américain. Ce que les Iraniens ont appris, c'est que l'Irak a été faussement accusé de posséder des armes de destruction massive et, pour cette raison, a été envahi. Tandis que la Corée du Nord, qui en possédait réellement, a été sérieusement menacée d'invasion. Cette équation a montré aux élites du pays, les ayatollahs, que si Saddam Hussein avait réellement possédé des armes nucléaires, il n'aurait pas été tué. Ainsi, ils devaient eux aussi en posséder pour assurer leur survie. Les Iraniens ont mené des guerres dans le nord de l'Irak contre les forces d'occupation des États-Unis. À travers des milices chiites entraînées par leurs forces d'élite, les forces Quds, et lors de certaines opérations, les Quds eux-mêmes sont intervenus directement. Cela leur a permis de gagner plus de temps. Et le bombardement américain imminent a peu à peu cessé d'exister. Il a alors été remplacé par le bombardement israélien, qui devenait à son tour imminent, qui dénonçait sans relâche l'Iran pour son développement nucléaire secret. Dans ce sens, les interventions de l'OTAN en Libye et en Syrie, au début des années 2010, ont appris aux Iraniens que la supériorité aérienne occidentale pouvait plonger un pays dans la misère, même sans troupes au sol. Ce qui a poussé les Iraniens à se précipiter pour développer et renforcer leur capacité anti-aérienne, notamment avec l'acquisition de dispositifs comme les S-200 et S-300 de la Russie. En plus d'un investissement massif dans le développement de leur propre technologie pour les systèmes de détection et de défense anti-aérienne, en partenariat avec des ingénieurs chinois et russes, bien qu'on ne connaisse pas exactement la profondeur de cette coopération. Ainsi, le principal problème pour Israël en cas d'attaque contre l'Iran aujourd'hui est double. Le premier problème est le suivant. Comment attaquer autant de cibles dispersées dans un pays vaste, montagneux et doté d'un grand nombre de systèmes de défense anti-aérienne ? Et deuxièmement, comment atteindre l'Iran sans alerter les systèmes de détection iraniens ? Les Israéliens se sont donc retrouvés face à un dilemme, car une option serait de voler à basse altitude pour tenter d'éviter les radars iraniens. Mais cela, en raison de la basse altitude, génère plus de résistance de l'air et, par conséquent, augmente la consommation de carburant. Cela obligerait une partie de leurs avions à devoir se ravitailler en vol, ce qui augmenterait les chances d'alerter les défenses iraniennes. Ou alors voler très haut, évitant ainsi la résistance de l'air et économisant du carburant, mais en prenant le risque que l'attaque soit détectée très tôt. Je trouve impressionnant de voir combien la géographie et la logistique déterminent la faisabilité d'un événement.
La plupart des chaînes YouTube qui font des analyses superficielles de la guerre ignorent simplement comment les choses doivent être déplacées et à quel point c'est difficile. Quoi qu'il en soit, cette énorme difficulté logistique, ajoutée à la guerre civile en Syrie, qui allait devenir la nouvelle scène d'action des milices chiites et plus tard des propres forces Quds, ont rendu inévitable le bombardement israélien. Progressivement dans l'oubli, cela nous conduit à la situation actuelle. Les attaques du Hamas et la contre-attaque israélienne à Gaza ont enflammé les circonstances impliquant l'Iran et Israël, qui conduirait Israël à intervenir en Syrie en avril 2024 et, par conséquent, à l'Iran de répondre par des attaques contre Israël. En ce qui concerne cet événement, c'est compliqué, parce que la situation est la suivante. Selon Israël, ce n'est pas l'ambassade qui a été attaquée, mais plutôt le bâtiment voisin de l'ambassade qui appartenait à la garde révolutionnaire. Donc cela signifierait que les lois internationales concernant les attaques contre les ambassades n'auraient pas été violées. Mais selon l'Iran, le bâtiment était une annexe de l'ambassade iranienne et il était directement relié avec une plaque extérieure. En fait, en officialisant cela, cependant, les images satellites ne montrent pas clairement s'il y avait ou non une connexion continue entre les deux bâtiments, ce qui rend la situation assez ambiguë. C'est pourquoi celui qui pourrait déterminer la véracité des faits serait le gouvernement syrien, qui, en raison des autorisations administratives, comme l'approbation de la construction, l'autorisation diplomatique, etc., saurait en fait l'officialité du bâtiment. Mais comme nous le savons, l'Iran et la Syrie sont alliés. Donc, vrai ou faux, les Syriens confirmeraient la véracité et l'authenticité du fait qu'il s'agissait d'une partie de l'ambassade iranienne. Nous ne saurons jamais la vérité, car chaque camp aura sa version. Les pro-Israël diront que ce n'était pas une ambassade, les pro-Iran diront le contraire. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le calcul des forces et des événements plutôt que sur qui a raison. Cela conduit à une nouvelle menace de guerre entre les deux pays. Les difficultés logistiques que j'ai mentionnées jusqu'à présent pour Israël d'attaquer l'Iran restent les mêmes. Bien qu'il y ait déjà quelques années qu'Israël possède certaines unités du chasseur américain F-35, ce qui pourrait rendre cette attaque un peu plus envisageable. Pour ainsi dire, bien que son efficacité en cas d'attaque contre l'Iran reste incertaine. D'un autre côté, une tentative iranienne de déplacer des troupes contre Israël est également irréaliste, étant donné le nombre de soldats qu'ils devraient en déplacer et la quantité d'équipements dont ils disposent actuellement pour cela. Ils devraient encore traverser deux pays dont l'infrastructure est assez mauvaise. Cependant, la différence réside dans l'utilisation de drones et de missiles, qui permettent des attaques qui auparavant auraient été impossibles ou trop risquées. Alors nous avons aujourd'hui la structure militaire et la situation militaire de l'Iran de nos jours. À première vue, cela peut donner une impression de faiblesse et d'ancienneté, mais un regard plus attentif montrera que ce n'est pas le cas. Les Iraniens se sont adaptés comme ils pouvaient, avec les maigres ressources dont ils disposaient, en construisant une force alternative à la guerre moderne assez efficace. Donc cela mérite de l'attention en termes de puissance. Aujourd'hui, Téhéran maintient deux branches armées, l'armée régulière et le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Alors que l'armée régulière protège l'intégrité territoriale de l'État, la garde révolutionnaire armée agit comme garante du régime et gardienne de la révolution. Une chose importante à garder à l'esprit concernant la structure du pouvoir iranien est que l'Iran n'est pas une dictature au sens littéral du terme. Le régime n'est pas centré autour d'une seule figure personnelle, comme c'était le cas avec Saddam Hussein en Irak ou avec Poutine en Russie, mais autour d'une assemblée de clercs chiites qui partagent l'autorité de l'État avec un président élu au suffrage populaire. En raison de cette configuration décentralisée, l'Iran est bien plus une sorte de semi-démocratie, et non, en fait, une dictature au sens strict du terme. Cette remarque que je fais est importante, car la garde révolutionnaire, formée en 1979 lors de la Révolution, a toujours été privilégiée par rapport à l'armée conventionnelle, qui était considérée comme idéologiquement suspecte. Il veillant à ce que Téhéran exerce une pression régionale par le biais d'actions directes et indirectes, étant responsable de l'arsenal de missiles sol-sol du pays. Cependant, la division entre les deux armées est économiquement inefficace et redondante, dispersant les ressources disponibles plus largement que ce ne serait le cas autrement. La garde révolutionnaire reflète les trois branches des forces armées régulières, avec des unités terrestres, maritimes et aériennes et spatiales.
en maintenant une association étroite avec la direction de l'Iran. Sa force aérospatiale, c'est-à-dire celle des missiles, est responsable de l'inventaire des missiles à courte et moyenne portée, qui est aujourd'hui le centre de sa politique de dissuasion. Pendant ce temps, sa force Quds est chargée de soutenir les milices ou les acteurs non étatiques dans les conflits régionaux qui servent les objectifs géopolitiques du pays. La garde révolutionnaire, malgré ses liens avec l'élite gouvernementale, a des problèmes d'équipement. De la même manière que les forces armées régulières, à l'exception de certains types de missiles et de drones, la plupart de leurs équipements sont obsolètes. Leurs principaux chars de combat et véhicules de combat d'infanterie sont similaires à ceux de l'armée régulière, composés principalement de modèles anciens. Le char le plus moderne de leur arsenal est le T-72S, obtenu lors de négociations avec l'Union soviétique à la fin des années 80 et au début des années 90. Et leurs véhicules blindés sont, pour la plupart, d'origine soviétique, avec des conceptions datant des années 50 et 60, et bien que l'Iran affirme avoir produit localement des chars comme le Kahar, celui-ci n'a jamais été réellement utilisé au combat. Nous ignorons s'il est réellement efficace ou si c'est de la propagande. Son aviation possède officiellement des chasseurs américains F-14 Aki avant la révolution de 1979, mais en plus d'être inadapté au théâtre aérien des années 2020, on soupçonne encore qu'il n'est peut-être même pas opérationnel. Son armée de l'air possède également d'autres chasseurs, comme le MiG-29 russe, le F-7 Chengdu chinois, le Mirage français ainsi que les F-5 et F-4 américains, en plus de quelques copies développées localement en petite quantité. Mais tous sont soit inadaptés à un scénario de combat aérien en 2020, soit souffrent d'un manque de pièces détachées. Récemment, l'arrivée de chasseurs russes Sukhoi 35 a été annoncée, ce qui devrait revitaliser partiellement sa capacité aérienne, surtout pour la défense territoriale du pays, puisqu'il serait difficilement utilisé de manière offensive à l'extérieur, étant donné le risque énorme que cela représenterait. Cette difficulté à maintenir une force aérienne s'explique principalement par les coûts et la difficulté d'accès aux pièces de rechange sur le marché mondial, ce qui a conduit à la réactivation partielle de leur Su-22 extrêmement ancien, qui était retiré du service et entreposé. Mais comme les autres, il aurait difficilement une chance dans un scénario de combat moderne. Bien sûr, à l'exception du Sukhoi 35 qui est encore en cours de livraison. Les systèmes anti-aériens iraniens, comme cela a été démontré lors des attaques qu'ils ont subies en Syrie, restent défaillants lorsqu'ils sont opérés en petit nombre et de manière isolée, et apparemment, ils ne parviennent pas à faire face aux chasseurs F-35, ce qui oblige Téhéran à devoir maintenir de grands volumes concentrés dans les régions comportant des cibles stratégiques. Bien que l'Iran ait beaucoup souffert du manque d'assistance technique étrangère et de technologie. Immédiatement après la mise en place de son programme de missiles balistiques, déjà dans les années 80, ils ont depuis lors réalisé d'énormes progrès dans la conquête de l'autosuffisance. Curieusement par l'acquisition, via le marché noir, de technologies de missiles et par leur propre développement. Les développements récents du programme de missiles balistiques de l'Iran se résument au point suivant. L'accent est mis sur l'amélioration de la précision et, par conséquent, de l'utilité de leur système. Développement de sites de lancement fixes et de véhicules mobiles pour augmenter la capacité de survie. Production de missiles à propergol solide pour une force plus réactive et construction de sites de stockage et de lancement souterrains afin d'augmenter leur capacité de survie. Alors, nous avons la technologie des missiles, qui est peut-être l'aspect le plus important de l'Iran. L'arsenal de missiles balistiques de l'Iran est très vaste et profond. On estime que l'Iran exploite au moins 20 types différents de systèmes, et le commandement central des États-Unis a estimé en 2022 que l'Iran possède plus de 3000 missiles balistiques de tout type et de différentes portées, allant de courte à moyenne et longue portée. Malgré l'intérêt évident de l'Iran à posséder un vaste arsenal, ses dirigeants ont adopté une approche pragmatique, en donnant la priorité au développement de systèmes de plus en plus avancés et en interrompant la production d'équipements considérés comme obsolètes. L'arrêt de la production des missiles balistiques à courte portée de la série Shahab 1 et 2, qui sont mobiles, en 2015. Et le passage au développement de la variante améliorée, comme le Tiantian en est un exemple. Cette approche a été guidée par le désir de la direction iranienne d'améliorer l'utilité et la létalité de son arsenal de missiles balistiques.
La précision a été améliorée grâce à la modernisation des équipements de guidage, y compris des systèmes de guidage basés au sol, terminaux et strap-down, qui sont un type de système de guidage utilisé dans les missiles et autres armes guidées, où les capteurs de guidage, tels que les gyroscopes et les accéléromètres, sont montés directement sur la partie de l'ogive du missile, généralement sur la partie supérieure. Et ils sont fixés directement à sa structure, au lieu d'être montés sur une plateforme tournante à l'intérieur de l'objet. Le missile balistique à moyenne portée s'agile 2 à 2 étages et mobile, par exemple, pourrait bénéficier d'une modernisation avec un système de guidage strap-down plus moderne. De la même manière, une version mise à jour du missile balistique à courte portée Xian-Im, mobile et à propergol liquide, aurait été équipée d'un nouveau système de guidage. Étant donné la précision évidente du missile lorsqu'il a été utilisé lors de l'attaque contre les forces américaines sur une base aérienne en Irak, le 8 janvier 2020, la classe de missiles Fatah a également reçu plusieurs améliorations de guidage, y compris l'ajout d'un chercheur électro-optique pour le guidage terminal de la variante Fatah Mobim, mobile et à propergol solide. Cette variété de dispositifs à propergol solide et liquide permet à l'Iran de disposer de missiles à propergol solide pour une réponse rapide, tandis que ceux à propergol liquide sont moins coûteux. D'après des rapports du gouvernement américain, on pense que l'Iran possède moins de 100 lanceurs mobiles pour ses systèmes balistiques à courte portée et environ 50 lanceurs pour ses missiles balistiques à moyenne portée. Et il a fait des efforts pour standardiser la conception de ses véhicules, lanceurs, transporteurs et véhicules lanceurs mobiles. Programme de missiles balistiques, en termes de quantité de systèmes qu'il possède et de variantes de différents types de systèmes qu'il déploie, ainsi que le grand nombre de fabricants impliqués dans le développement et la production d'équipements militaires et à double usage. La force aérospatiale iranienne utilise une grande variété de types de lanceurs différents, dont certains peuvent être camouflés en véhicules civils. Cette question d'avoir autant de variétés est un problème, mais aussi un atout, car d'un côté, cette grande variété rend ce programme très coûteux, mais d'un autre côté, elle pose des difficultés au système de défense. En gérant une telle variété de dispositifs pouvant provenir d'Iran, les lanceurs mobiles iraniens peuvent être divisés en 2 catégories. Les principaux véhicules militaires et les véhicules civils, qui ont été adaptés pour lancer des missiles, mais sont camouflés en véhicules civils. Les premiers consistent en des lanceurs qui sont délibérément conçus comme des véhicules militaires, bien que certains modèles produits en Iran soient dérivés de véhicules civils. Divers lanceurs mobiles fabriqués sur mesure pour transporter et lancer différents types de missiles balistiques, y compris le DSFU et le Zolfalgar Bazir. Un autre est le véhicule lanceur de conception soviétique utilisé pour transporter et lancer des missiles, le Scud-B et le C. Ce dernier a été reçu par l'Iran de la Corée du Nord dès les années 80, en plus d'utiliser des lanceurs mobiles pour améliorer la dissimulation et la survie de son arsenal de missiles balistiques. L'Iran possède plusieurs sites souterrains de stockage et de lancement de missiles à des fins similaires, ce qui est un avantage dans un pays aussi montagneux. Ce type de structure donne à l'Iran la capacité de prépositionner des équipements qui peuvent agir comme des multiplicateurs de force, réduisant ainsi les vulnérabilités des missiles balistiques iraniens face aux attaques. Potentiellement, cela oblige un adversaire à utiliser des quantités importantes de munitions pour neutraliser ou endommager des sites de lancement bien protégés. Cela augmente la capacité de l'Iran à lancer de grandes salves de missiles en succession rapide et réduit le risque pour le personnel militaire iranien. Si le commandement et le contrôle peuvent être localisés en toute sécurité, loin des sites de lancement. Bien que leur force aérospatiale utilise des sites souterrains de stockage de missiles pour les véhicules lanceurs depuis au moins 2015, il semble que l'Iran ait conçu des complexes plus avancés, qui utilisent des équipements de rechargement et de lancement. Alors que les sites de stockage souterrains précédemment conçus par la force aérospatiale sont bien protégés, sous un terrain montagneux, leur utilité peut être réduite si un adversaire empêche l'entrée et la sortie des véhicules lanceurs mobiles en ciblant les entrées des tunnels. L'Iran semble avoir tenté de minimiser cette vulnérabilité, car certains de ces nouveaux sites semblent disposer de systèmes ferroviaires automatisés internes pour transporter les missiles à travers les tunnels, ainsi que des silos à munitions rotatifs et des silos de lancement.
Cela permettrait de déplacer rapidement les missiles à l'intérieur des complexes de tunnels, de les recharger plus rapidement et de lancer des salves de missiles depuis l'intérieur du complexe en succession rapide. Stocker des missiles. De cette façon, cela augmente également la quantité d'espace disponible, car il y a un grand besoin d'espace pour les missiles à longue portée. L'Iran aurait aussi conçu et installé un système d'enfouissement de missiles balistiques, distinct des silos souterrains classiques. Lors de l'exercice Grand Prophète 14 de l'Iran, en juillet 2020, ils ont annoncé le lancement réussi de missiles balistiques de manière totalement camouflée. Les images du test de missiles montrent le lancement à chaud d'un type non identifié de missile balistique, à partir d'une trappe camouflée. Alors, nous avons l'autre question asymétrique sur laquelle ils ont beaucoup misé et développé les drones, et, tout comme ils se sont concentrés sur les milices pour faire face de manière asymétrique à des menaces plus importantes. Ils ont également été des pionniers dans l'utilisation de drones, précisément en raison du rapport coût-efficacité qu'ils offrent, car les drones ont compensé le manque qu'ils avaient avec des équipements qui coûteraient des millions et des millions de dollars. Et cela leur permet de combler ces lacunes principalement grâce à leur industrie nationale. Et il est intéressant de noter les grands progrès réalisés par les Iraniens avec les drones, en particulier les Shahed 131 et 136. C'est ce dernier que nous avons vu faire ses débuts en Ukraine après avoir été vendu à la Russie. Les composants récupérés en Ukraine du 136 et au Moyen-Orient du 131 semblent être très similaires. Parce que les débris du Shahed 136 qui a été utilisé en Ukraine, à côté du 131 qui a été utilisé en Irak. Cela montre que les systèmes ont la même taille et la même forme et qu'ils ont été construits avec des matériaux et des sous-composants similaires, ainsi que la même structure en nid d'abeille à l'intérieur du fuselage. L'utilisation de ces drones a un impact préoccupant pour Israël, car malgré le fait que le dôme de fer ait été efficace à 99% dans la défense. Soi-disant, car cela vient uniquement du gouvernement israélien, et cela n'a été confirmé par aucune autre source indépendante. La capacité de l'Iran à utiliser ces drones exerce une pression financière sur les Israéliens. Parce que lors de la bataille du 13 avril, ils ont dépensé plus de 500 millions de dollars, alors que l'Iran, on ne sait pas exactement, mais probablement seulement une fraction de ce montant. La réduction des coûts de la guerre causée par les drones a eu un impact en Ukraine, et sera un problème pour l'avenir d'Israël. Les programmes de guerre de drones de l'Iran ont progressé beaucoup plus rapidement que prévu. De plateformes limitées à l'ISR, c'est-à-dire renseignement, surveillance et reconnaissance, vers des capacités d'attaque. Ceci marque un indicateur précieux qui montre la trajectoire de l'Iran. Un rapport de 2019 soulignait que l'Iran était sur une trajectoire très rapide d'évolution dans la fabrication et le développement de drones. Et cela s'est finalement confirmé maintenant, en 2023 et 2024. Ceci est illustré par la transition du Mohajirun, utilisé uniquement pour la surveillance pendant la guerre Iran-Irak, déjà dans les années 80, vers le Mohajir 6 qui est désormais considéré comme un atout efficace pour les opérations d'attaque. Cette évolution représente un grand bond dans le potentiel militaire des Iraniens, leur permettant de projeter leur puissance et leur influence à un niveau plus large qu'auparavant. De plus, l'Iran n'a pas seulement développé ses propres capacités de drones, mais il est également devenu un fournisseur de ces technologies pour la Russie. Ce partenariat souligne l'importance croissante de l'Iran sur la scène internationale en tant qu'acteur significatif dans le domaine de la technologie militaire, ce qui était jusqu'à présent inhabituel. Une autre chose est l'intégration de missiles et de drones dans des attaques mixtes, comme nous l'avons vu en Israël, ce qui représente un changement dans la stratégie militaire des Iraniens. Cette approche défie les défenses conventionnelles et permet à l'Iran d'exécuter des opérations plus complexes et coordonnées, tout en ayant un coût relativement bas. Et dans ce contexte, nous avons la cerise sur le gâteau, la question nucléaire. Parce que, en considérant son programme aérospatial de missiles avancés et son programme de drones intrigants, c'est un point qui fera encore plus de différence à l'avenir, son facteur nucléaire. Parce que ce qui est devenu clair, c'est que si l'Iran développe pleinement sa capacité nucléaire, ce qui implique non seulement la création d'armes nucléaires, mais aussi la miniaturisation de l'ogive afin qu'elles puissent s'adapter à leur technologie de missiles déjà sophistiquée. Israël alors aurait un problème extrême sur les bras. Le programme nucléaire iranien a ainsi été pulvérisé et dispersé à travers le pays et non concentré, afin que, en cas d'attaque,
tout le programme ne soit pas perdu d'un seul coup. Comme cela s'est produit avec le programme nucléaire irakien en 1981 lorsqu'Israël, lors de l'opération Babylone, a détruit la centrale qui était en construction. Cela rend la neutralisation complète de leur programme nucléaire plus difficile. Avec la chute de l'Union soviétique, les relations entre Téhéran et Moscou ont connu une augmentation soudaine des relations diplomatiques et commerciales, avec la Russie reprenant rapidement les accords d'armement soviéto-iraniens. Et, au milieu des années 1990, la Russie avait déjà accepté de continuer à travailler au développement du programme nucléaire de l'Iran, avec des plans pour achever la construction de la centrale nucléaire de Bouchehr, qui avait été retardée pendant près de 20 ans depuis le début des années 2000. La construction d'installations d'enrichissement d'uranium par centrifugeuse à gaz à Téhéran a été la principale source d'inquiétude concernant le développement potentiel d'armes nucléaires. Les centrifugeuses à gaz enrichissent l'uranium en faisant tourner un gaz d'uranium à grande vitesse afin d'augmenter la concentration de l'isotope d'uranium. Ces centrifugeuses peuvent produire aussi bien de l'uranium faiblement enrichi, utilisé dans les réacteurs nucléaires, que de l'uranium hautement enrichi, qui est l'un des deux types de matières fissiles utilisées dans les armes nucléaires. Le plan d'action global commun, qui est un accord signé entre l'Iran et l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. De 2015, il exige que les Iraniens imposent de plusieurs restrictions à leur programme nucléaire, en plus d'accepter des exigences spécifiques en matière d'inspection. Mais le président Donald Trump a annoncé en mai 2018 que les États-Unis mettaient fin à leur participation à l'accord. Après cette décision, l'Iran a cessé de mettre en œuvre la majeure partie de l'accord et d'accepter le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'expansion du programme d'enrichissement de l'Iran a réduit le temps nécessaire pour qu'il puisse produire une quantité suffisante d'uranium hautement enrichi qui peut être utilisé dans des armes nucléaires. Les restrictions que l'accord avait imposées au programme nucléaire de l'Iran l'avaient maintenu sous contrôle, garantissant que pendant au moins 10 ans, Téhéran aurait besoin d'au moins 1 an pour produire cet uranium enrichi de qualité suffisante pour être utilisé dans une arme nucléaire. Mais le nombre de centrifugeuses installées par l'Iran, la masse et la concentration des uranium-235 dans le stock d'uranium enrichi de Téhéran sont au-dessus des limites exigées par l'accord. Les Iraniens n'ont pas encore le design viable de l'arme nucléaire, ni un système de détonation explosif adapté pour cela. Et peut-être qu'ils auront besoin de plus d'expérience dans la production de métal d'uranium, qui est un métal enrichi de qualité militaire, pour l'utiliser dans une arme nucléaire. Jusqu'à ce moment où j'enregistre la vidéo, l'Iran n'aurait pas repris les travaux sur sa recherche d'armes. L'Iran aura besoin d'environ 1 an pour achever les étapes de militarisation, c'est-à-dire transformer cette technologie civile pour l'utiliser comme arme. Donc pour l'instant, il n'y a aucune preuve indiquant que les Iraniens essaient réellement de développer des armes nucléaires. Et même s'il y en avait, selon les renseignements américains, cela prendrait environ 1 an. De plus, ils ne possèdent pas encore la technologie pour miniaturiser les armes nucléaires. Cela signifie adapter l'arme nucléaire pour qu'elle tienne dans leurs missiles et soit lancée vers la cible. Mais bien sûr, cela suppose qu'ils ne reçoivent pas d'aide d'un pays qui maîtrise déjà toutes ces technologies. Et dans ce sens, bien que la Russie et la Chine se soient présentés comme des partenaires de niveau stratégique, aucun des deux pays ne veut d'un Iran nucléaire qui pourrait, à l'avenir, se retourner contre leurs intérêts, et qui essaierait d'agir de manière indépendante, et en plein cœur du carrefour entre le Moyen-Orient et l'Asie centrale. D'un autre côté, un pays qui a historiquement aidé l'Iran de différentes manières a été la Corée du Nord, qui pour l'instant jusqu'en avril 2024 ne possède pas la technologie de miniaturisation, mais qui, s'ils y parviennent, pourrait aider les Iraniens en échange de ressources rares pour le régime de Pyongyang. Mais bien sûr, cela reste spéculatif. Mais ce serait, jusqu'à présent, la seule façon pour l'Iran d'accélérer ce délai d'au moins 1 an pour pouvoir développer ses armes nucléaires, et encore quelques années pour pouvoir les miniaturiser. Ainsi, ce qui devient plus ou moins clair concernant cette structure militaire iranienne, c'est que, malgré le manque de ressources suffisantes pour moderniser son armée, de manière traditionnelle et à grande échelle, ils ont priorisé des points stratégiques qui finissent par être efficaces à long terme et sapent les intérêts des puissances plus riches de façon plus économique et efficace.
Si cela portera ses fruits ou non, seul le temps nous le dira. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. Envisagez de devenir membre. Vous aiderez grandement la chaîne à survivre, car actuellement, seule l'aide des membres lui permet d'exister. En plus de cela, vous aurez un accès anticipé d'1 mois aux vidéos de la chaîne, et aussi au podcast complet, aux lives exclusifs avec moi, et à des vidéos exclusives de certains cours que j'ai mis à disposition des membres. À bientôt pour la prochaine vidéo.